Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique de Batman v Superman Dawn of Justice, sorti en 2016 de Zack Snyder. Avec, ils sont nombreux, on va dire Henry Cavill, Ben Affleck, Jesse Eisenberg et Jeremy Irons, entre autres. Il y a plein d'autres personnes. Il a coûté 250 millions de dollars. C'est un immense blockbuster, un des plus attendus de l'année. Il dure 2h31, aussi une durée mastoc. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h31 ? Suite aux événements fâcheux de l'épisode précédent Man of Steel, Superman a quelques comptes à rendre à la société et attire l'attention de regards bien plus inquiétants. Celui d'un chef d'entreprise bonhomme de Gotham City, Bruce Wayne, connu aussi sous le nom de Batman la nuit lorsqu'il chasse les criminels, et celui d'un jeune patron d'une entreprise excentrique et obsessionnelle, Lex Luthor. Je vais m'arrêter là pour le pitch, c'est le départ du film. Je ne l'attendais pas. Curieusement, je savais qu'il sortait, ça me donnait envie, mais pas plus que ça. Jusqu'à il y a quelques semaines, ça a commencé à prendre particulièrement et j'ai vraiment envie qu'il marche ce film. Je vais parler de l'histoire, des personnages, de ce qui se passe sans trop rentrer dans les détails qui tuent. Mais je vais parler des éléments qui ne sont pas forcément montrés, appuyés en bande-annonce. Donc en regardant cette vidéo, vous êtes prévenus. Je pense que je vais devoir le digérer. Bon, je l'ai vu mercredi soir, donc il y a eu un peu de temps qui s'est écoulé. Ce film va avoir un peu le même chemin que Man of Steel avec moi. C'est-à-dire que j'ai eu, en sortant de la salle, un très bon avis, vraiment positif. Et puis il va y avoir une sorte de désintéressement pour le film, pour après revenir avec plus d'intérêt et plus d'envie de bien le considérer. Je pense que ça va être comme ça aussi avec Batman v Superman, mais je pense que ça a été bien plus agréable pour moi de prendre du recul et de ne pas vous faire une critique tout de suite à chaud, parce qu'il y a énormément d'éléments, et j'ai pu aussi voir d'autres critiques qui disaient aussi des choses très intéressantes, et je vous invite bien sûr à regarder d'autres critiques, puisque le film, il se trouve qu'il divise, alors on reviendra sur ça. Faites votre avis en cultivant l'avis des autres, je pense qu'on peut vous dire ça comme ça. La première chose qu'on pourrait dire, c'est est-ce que la bande-annonce, ces fameuses bandes-annonces, dévoilent-elles tout du film ? Elles ne dévoilent pas tout, le gros est montré, mais peut-être pas dans l'ordre que vous pensez. Le premier point, le plus important sur lequel je vais commencer, c'est qu'il n'y a pas tant d'action que ça. Enfin, tout est à la fin, on va dire. Tout est construit au début pour rendre compte des personnages. On construit une intrigue, et ça c'est très très bien. On a au moins 1 heure sans grande scène d'action. On installe la colère de Batman, les indécisions de Superman et le complot de Lex Luthor. DC Comics, on le voit très bien, ne se limite pas seulement à Batman et Superman. Il y a plein d'autres choses qui gravitent autour. Le film, veut nous le montrer et je trouve qu'il y arrive. C'est un film qui a de l'ampleur. C'est un film qui a un contexte lourd, un contexte global, mondial et terrifiant, qui pose des enjeux politiques et même idéologiques dans le film. Faire le procès, par exemple, de Superman en tant que demi-dieu terrifiant, c'est une idée absolument géniale. J'avais vu ça dans une critique. Oui, c'est ça, le procès de Superman. En 2 films, il faut bien dire ce qui est, il montre une blinde de choses sur tout ce qui est autour de DC Comics. Non seulement dans le style, mais aussi dans l'univers qu'il y a autour. Il y a des extraterrestres qui viennent d'autres planètes, il y a des fous, des industriels. Là, dans le film, on en rajoute encore plus, on sent qu'il y a de la vie. Ce sont des films qui montrent de la vie, qui montrent des choses qui tournent autour, qui tournent sans les super-héros. Et ça, c'est plutôt important à mentionner. Et je trouve que quand on part du début du film et qu'on arrive à la fin, il y a une vraie évolution, il y a une vraie montée en puissance. On a des intrigues qui sont liées à Metropolis et à Gotham City. À Metropolis, on commence avec une histoire de bal.
de balles de mercenaires. Et à Gotham City, on est dans une espèce de trafic d'humains, un truc comme ça, on sait pas trop ce que c'est. Et progressivement, ces deux intrigues vont se lier avec une autre plus globale. Et après, tout va monter progressivement jusqu'à une grande confrontation entre les deux personnages principaux du film. Les intrigues avancent ensemble, hein, bien sûr, et après on arrive à une présentation vraiment des deux personnages et un équilibre délicat. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un équilibre dans les temps de présence des personnages ? Moi, j'ai perçu que ça penchait clairement du côté de Batman, parce que j'étais plus du côté de Batman que de Superman. Si ça se trouve, c'est super équilibré, mais moi je m'ennuyais un peu quand il y avait Clark Kent. Moi, je voulais voir Bruce Wayne, voilà. Donc, sûrement que ils ont essayé de faire de leur mieux pour que ça soit équilibré, pour qu'il y ait des enjeux émotionnels et même de suspense des deux côtés. On en revient à un point délicat quand on parle d'équilibre, c'est qu'il y a énormément de scènes, beaucoup, et très très courtes. C'est une œuvre, on voit qu'il voulait faire un truc complexe, hein, avec des thèmes qu'il aborde entre les armes de prévention, la religion, le deuil de la catastrophe, le statut de Superman même, le surhomme et l'homme qui se dépasse pour atteindre le maximum de ses capacités en tant que mortel, donc Batman. Hein. J'aurais pensé que Snyder, en tant que formaliste, c'est-à-dire formaliste, quelqu'un qui s'attache particulièrement à l'esthétique de son image, du mouvement, par exemple, serait beaucoup plus concentré sur la transition entre toutes ces scènes. Des fois, des scènes qui durent 30 secondes et qui sont l'affaire de 3-4 plans. C'est incroyable, hein, de faire juste des scènes de cette rapidité-là. Mais c'est le cas. J'aurais pensé qu'il soigne beaucoup plus ces transitions. Ça n'avait pas été le cas, par exemple, au début de Man of Steel, quand on enchaîne entre le passé et le présent. Eh bien, ici, ça continue. Et je crois que c'est très difficile à estimer, juste au tournage, en effet, toutes ces petites transitions, surtout avec autant de scènes, parce qu'on sait qu'après, l'ordre de ce qu'on avait pensé au départ, lors du découpage, va être chamboulé. En plus, il se trouve qu'il avait fait un film de 3 heures et qu'il fallait couper dedans. Donc ça devenait un petit peu compliqué au bout d'un moment, je pense. Le déséquilibre ne vient pas de l'un par rapport à l'autre, mais plus dans l'agencement de toutes ces petites scènes au début du film. Après, on arrive à avoir le rythme et ça se tient mieux. Mais le début peut dérouter, bien sûr. Surtout qu'il n'y a pas d'action, donc on est dans une construction en augmentation, mais sans vraiment quelque chose tout d'un coup qui nous prend. Donc Snyder essaye de balancer des petites scènes, j'y reviendrai juste après, pour essayer de nous dynamiser un peu la tension, alors qu'elles sont complètement fictives. En fait, elles ne servent à rien. Enfin, moi je trouve qu'elles servaient, mais elles pourraient être enlevées, ça ne gâcherait pas le film. Voilà, au début, il savait pas trop, je pense, comment prendre le spectateur. Et au bout d'un moment, ça commence à vraiment venir plein gaz. Et après, on a le fameux duel de Batman contre Superman, qui ne dure pas très longtemps, mais en même temps, je pense que faut bien dire ce qui est. Un duel pareil ne peut pas durer longtemps. Surtout, Superman, il a juste à tirer son laser et c'est terminé de Batman. Donc, le duel ne peut pas durer longtemps. Ceux qui ont lu les comics, ils savent qui gagne. Moi, je suis pas là pour dévoiler ce genre d'informations, mais le duel ne dure pas très longtemps. Bon, il dure au moins, on va dire, 8 minutes, 10 minutes à peu près. Et puis, bien sûr, après, il y a un rapprochement entre Batman et Superman, parce que, bien sûr, c'est un film sur la construction de la Justice League aussi, dans les esprits des personnages principaux. Donc, bien sûr, à la fin, ils se lient d'amitié. Et ils se lient d'amitié par un drôle de rapprochement. J'aurais pu m'en douter, mais en fait, j'étais surpris. J'avais pas compris de base. Mais en fait, c'est tout à fait juste. Quand on est investi émotionnellement par les personnages, dans mon cas c'était Batman, cette scène touche beaucoup. Elle touche, mais on sent qu'il y a eu, encore une fois, quand je parle de petites coupes et de mauvaises transitions, il y avait une transition qui n'avait pas été opérée. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais c'est normal en même temps, tout d'un coup, que Empire et ennemi deviennent les meilleurs amis, que le film n'aille pas jusqu'au bout de la confrontation. C'est Batman v Superman. Et V, juste V, c'est pas versus ou avec, c'est juste V. Comme j'avais lu sur le site Première, il n'y a pas de confrontation jusqu'au boutisme dans le film entre ces deux personnages. Et il y a une confrontation idéologique sur leur façon de voir le monde, sur leurs priorités, leurs intérêts, mais ce n'est pas
à un moment ils se rendent bien compte qu'il y a mieux à faire. Par contre, quand on parle de confrontation, j'étais extrêmement surpris. Alors dites-moi si c'est moi qui avais les berlus, mais Gotham City est très près de Metropolis. Donc dites-moi si je me suis trompé ou si dans certains comics, Gotham est plutôt proche de Metropolis. Ça m'a surpris. Et dans un dernier point de l'histoire, je vais parler un petit peu de cette amorce de Justice League qui a énormément refroidi les gens, qui ont reproché beaucoup de choses à ce film, et notamment le fait qu'il, oh là là, amorce, il faut amorcer la Justice League, qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a rien à foutre là-dedans. Je pense que d'une part, il faut bien comprendre que c'est aussi un film paniqué, c'est-à-dire que le film il panique, il a des sueurs froides le film. C'est un film, oui, qui est là pour essayer d'accélérer l'attente des spectateurs pour les films d'ici et d'amorcer le plus de choses possible pour la Justice League. C'est un film paniqué parce que c'est un film forcé, il doit préparer la suite des événements. Il peut être vu comme un film individuel, mais il a une amorce pour les films suivants. C'est une sorte de prologue. Et puis c'est marqué Dawn of Justice. À quoi vous vous attendiez, j'ai envie de dire. C'est évident, moi ça me surprend pas, c'est pas vraiment un défaut je trouve. Préparer la suite des films, ça l'insère vraiment dans tout un corpus. Je trouve ça plutôt bien de voir vraiment une sorte de cohérence, de lier le tout. Plutôt que d'avoir des électrons libres un peu par-ci par-là et on fait 2 films pour lier le tout comme ça nous arrange. Non, le film fait partir d'un corpus, tout comme ce film-là fait référence à Man of Steel précédemment, avec la scène où on a le vaisseau de Zod qui arrive en ville et qui commence le terraforming. On commence le film pratiquement avec cette scène-là. En même temps, ils se sentaient obligés, je pense, pressés par Marvel. Et d'un autre côté, on a eu ces tout petits caméos qui sont là pour nous teaser quelque chose, pour nous teaser les possibles films d'ici qui vont arriver. Alors oui, il y a des caméos, oui, il y a des clins d'œil. Ceux qui n'en veulent pas ou qui trouvent ça gênant, bah vous vous en foutez. Et si on aime ça, si on connaît, bah on dit « Ah, mais c'est sympa, c'est intéressant ». Autrement, voilà, ça dure pas des plombes sur 2h30, faut arrêter de déconner quand même. Ça ralentit un peu le film par moment. En fait, il y a une scène de clin d'œil clair qui ralentit un peu le film, surtout que ça devait être un moment où les choses devaient s'enchaîner un petit peu. C'est un fameux mail qui a été envoyé à quelqu'un et dans lequel on a des informations. Mais autrement, les autres références, je trouve, sont bien placées. Elles sont dans des scènes qui sont vraiment intéressantes. Là, cette scène de mail, je trouvais que c'était un peu appuyé. Alors, on va cliquer sur tous les liens. Oh là là, bon, on a compris. C'est Dawn of Justice. C'est évident. Et c'est normal aussi de l'insérer dans le film. D'ici faire des scènes post-génériques, excusez-moi, je trouve ça un peu fort de café. Les scènes post-génériques sont des pratiques de série. Et la Warner avait dit clairement qu'il ne voulait pas lier les séries Arrow, Flash et tout le bazar avec les films, et que pour eux, clairement, on fait des films, on structure les films comme du long métrage de cinéma. Donc il y a aussi une approche qui est différente, et les petits caméos et les petits trucs comme ça pour teaser, on les fout dans le film. Alors bien sûr, pour certains c'est mal foutu, mais c'est à l'intérieur du film, ça n'a pas à se déporter à la fin ou au début du générique. Et puis, je me suis dit, quand j'ai écrit ces lignes que je suis en train de vous lire, amorcer la Justice League dans cet épisode-ci permettra mieux peut-être de rentrer en matière dans la première partie de la grande Justice League qui sera en 2 parties. C'est-à-dire, on aurait un truc saoulant, voilà déjà que l'intro, je pense, sera longue, eh bien on aura un truc saoulant en moins, c'est-à-dire les personnages, on saura à quoi ils ressemblent. Peut-être que justement, l'approche de tous ces personnages ira plus vite, parce qu'on nous aura déjà amorcé des petites choses dans ce film-là. On nous montre qu'ils existent et qu'on a des informations sur eux, donc ça ira plus vite. Batman s'occupera de leur cas, j'imagine, mais du fait qu'on ait déjà des informations et que les protagonistes ont des informations sur eux, eh bien ça permettra éventuellement de faire toute une partie de chasse aux membres de la Justice League plus rapide. Moi, c'est ce que je souhaite. Et peut-être que ce sera le cas, parce qu'on nous aura déjà donné des informations dans Batman v Superman. Quand je parle de cohérence et qu'il faut voir vraiment tous les films de DC, pour l'instant ça se présente bien, je veux dire par là aussi qu'il faut avoir vu Man of Steel.
pour voir ce film, parce qu'il y a une caractérisation des personnages qui est déjà faite pour beaucoup d'entre eux. Il y a un gros casting, il y a beaucoup de nouveaux personnages à présenter dans celui-ci. On va pas recaractériser profondément les personnages qu'on a montrés dans Man of Steel. On nous les montre déjà construits. Et on s'attarde plus sur des personnages comme Batman. Pour avoir vraiment un bon tour d'horizon sur les enjeux émotionnels des personnages, ce genre de choses, il faut avoir vu Man of Steel. Au mieux, on va dire. Alors, le gros point du film, c'est Ben Affleck. Que vaut-il ? Eh bien, c'est un Ben Affleck très en colère, brutal, qui ne va pas dans la demi-mesure. C'est un Batman qui est montré comme un monstre. Au début du film, il y a une scène complètement glauque, je trouve, où il est collé au mur, mais comme Valek dans Vampire de Carpenter. On a un policier qui arrive dans une pièce, et tout d'un coup, on voit une grosse tache sombre sur le mur, on dirait une araignée, le mec. Et ça, c'est excellent. C'est une excellente idée, je trouve. C'est une idée de Batman. Moi, ça me fait penser un petit peu à la scène dans Batman Begins de Nolan, quand il y a les mecs de l'épouvantail qui arrivent dans une petite pièce, un truc super glauque, et on a Batman qui est en fond dans l'ombre et qui commence à disparaître. Moi, ça me fait penser à ces scènes-là. C'est assez jouissif. Alors Ben Affleck a un rôle de blockbuster, enfin un autre rôle que le beau gosse dans Armageddon, parce que de mémoire, dites-moi si je me trompe, mais je crois pas qu'il ait fait beaucoup de films de blockbuster, à part les films de Michael Bay, avec Pearl Harbor, ce genre de choses. Donc là, il est de nouveau dans un blockbuster, dans un rôle adulte. C'est un Bruce Wayne charismatique, imposant, qui bien sûr joue aussi un peu la corde du mec riche qui essaie de faire tomber toutes les nanas, mais c'est une façade, bien sûr, c'est une façade, et dès qu'il arrive en tant que Batman, il est impitoyable. C'est aussi un Batman détective, je trouve, qui passe beaucoup de temps à chercher des informations plutôt qu'à castagner tout ce qui bouge. Par contre, quand il castagne, alors là, mesdames et messieurs, il est sans aucune pitié, il tue. Il tue parce qu'il n'en a plus rien à foutre. Alors c'est un grand problème pour beaucoup de fans de DC, beaucoup de fans de Batman. Batman ne tue pas. Batman crée des fois des dommages collatéraux, mais il ne va pas jusqu'à tuer les gens. Eh bien ici, je pense que nous avons affaire à un Batman qui va au-delà de la morale. On voit qu'il y a eu un traumatisme grave. On a l'armure ou le costume de Robin qui est tagué par le Joker, on a le manoir qui est brûlé, on sent qu'il y a eu un passé vraiment traumatisant. Batman n'a plus de racines, il doit se déplacer pour aller au cimetière régulièrement voir la tombe de ses parents. D'ailleurs, il y a un rêve avec la tombe des parents qui est très troublant, qui est vraiment un rêve assez horrible, qui est très très court, mais qui montre que le mec est complètement fou, que justement il fait... Pour être plus précis avec le rêve, il fait saigner l'héritage des parents. Il fait saigner leur tombe. Et ça, c'est extrêmement fort. Et là, je reviens à citer Seb, donc du JDG, avec Fred. Ils ont fait une excellente vidéo sur le film. Je trouve qu'ils en ont très bien parlé. Eh bien, Seb, il disait qu'ils sont... Donc les héros de DC dans ce film-là, ils sont tous déglingués. Et c'est vraiment exactement ça. Ils le sont tous. Bruce Wayne n'a jamais eu de thérapie, comme il disait, mais c'est très très juste. Il est fatigué, après des dizaines d'années de combats acharnés, il a vu que ça servait à rien. La séquence de rêve montre qu'il est complètement tourmenté. Le mec, il en a tellement marre qu'on le prenne pour un con, de voir les choses devenir pires. Eh bien qu'à un moment, il faut prendre les armes et flinguer tout ce qui bouge. Et vraiment ne plus avoir de code du tout. Et c'est presque au malheur d'Alfred qui voit que il sombre de plus en plus dans la cruauté, il le dit dans la bande-annonce. C'est une phrase d'ailleurs très très forte, ce que dit Alfred. Pour moi, c'est en cela que ce Batman-là est vraiment un Batman original et qu'il est plus dangereux que jamais, parce que un Batman qui ne tue pas peut toujours avoir une certaine retenue et considérer le criminel. Eh bien lui, il va tabasser jusqu'au dernier souffle, mais il se retient certaines fois. Il se retient par exemple à la fin du film. Peut-être a-t-il repris espoir, on ne le saura pas. C'est pour ça que je trouve que les gens tapent dessus, mais le film est plus complexe qu'il n'y paraît.
dans justement le traitement de certains personnages. On sent que c'est un film qui veut vraiment nous montrer beaucoup de choses. Partout, dans tous les sens, dans toutes les strates de sa narration, de ses personnages. C'est un film qu'il faut digérer. Parce que clairement, ici, les super-héros ne sont pas des ados qui s'envoient des vannes. Quand il y a de l'action, ils sont concentrés à fond. Mais ils croulent sous le poids de leurs responsabilités et de leurs incertitudes. Et comment sont amenées ces responsabilités, ces incertitudes ? Eh bien, c'est amené par les sentiments, par le passé. Et quand je parle de passé, j'en reviens à parler de la première scène du film. On connaît tous l'origin story de Batman, la mort de ses parents, qui a été traitée dans tous les films Batman jusqu'à présent. Les films de Schumacher, de Tim Burton, de Christian Bale, de Christopher Nolan. D'ailleurs, au passage, je trouve que pour l'instant, celui qui a proposé la meilleure origin story, c'est Joel Schumacher, dans son traitement esthétique, même dans son idée de représenter le criminel qui a tué ses parents comme étant un sans-visage, sur lequel Bruce Wayne va projeter tous les criminels contre qui il se bat. Je trouve que c'est une idée très intéressante. Et même dans certains plans, j'ai trouvé qu'il y avait des références à certains comics de Batman qui parlent de la mort des parents. Vraiment des références esthétiques, c'est assez dingue. Et dans celui-ci, pourquoi on commence avec cette origin story ? Avec carrément le générique du début. Eh bien tout simplement que c'est un film, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir là-dedans. Donc on commence avec quelque chose que nous connaissons. Pour être investi émotionnellement avec le nouveau personnage de ce film-là. Et je peux vous dire qu'avec moi, ça a marché, mais direct. Dès cette première scène, dès ce générique, j'étais investi émotionnellement avec la musique et tout ça. Mais vraiment, j'étais ouf. Hein. Non seulement j'étais très impatient, et en même temps, vraiment, il y avait de l'eau dans mon regard. Ah oui, c'était porteur comme ça. Et vraiment, il prend le temps, c'est une scène au ralenti. Hein. Il prend le temps d'instaurer toute l'imagerie, le collier de perles, le père qui regarde le malfrat, l'enfant et les choses tombées entre le corps de Bruce Wayne qui tombe et les balles qui tombent. C'est très esthétique, c'est super amené, ça enveloppe le spectateur, je trouve. Comme justement à la fin, on a des chauves-souris qui enveloppent Bruce Wayne et qui l'aident à monter, à s'élever, à voler. Bien sûr, c'est une idée symbolique. Les chauves-souris commencent pas à faire envoler le Bruce Wayne, mais c'est symboliquement, il renaît sous une nouvelle forme et bien sûr sous un nouveau visage psychologique. Et moi, je trouvais que déjà là, ça installait le lourd. Le problème, c'est qu'après, on enchaîne avec une autre séquence qui est beaucoup moins inspirée dans sa mise en scène. L'idée est absolument brillante, qui est de reprendre une scène de Man of Steel, de voir les mêmes éléments qu'on voit, mais sous un autre angle, sous un autre point de vue. On part dans un autre passé, du coup, un passé plus récent, mais avec Bruce Wayne qui essaye de rentrer dans la ville comme il peut et d'arriver jusqu'à son bâtiment qui se fait démolir en pièces. Et ça, c'est horrible à voir. Et lui, il peut rien faire. Il ne peut que constater, être spectateur, comme je le disais dans mon analyse de séquence, être spectateur du combat de titans, du combat des dieux. Alors on reprend du coup l'univers de Batman et on le remet à la sauce de Snyder. Il y a un travail sur le surhomme évident. Superman arrive, c'est vrai, dans Man of Steel, il arrive, il s'est peut-être passé quelques semaines entre le début de Man of Steel dans le présent et la fin du film. Et on se rend compte, c'est pour ça que je vous disais que le film prône une vie de la planète de DC. On se rend compte que, et c'est bien aussi de nous l'avoir amorcé, c'est en cela que les amorces de personnages de la Justice League sont justes. Superman est presque le dernier super-héros à être arrivé sur Terre. C'est-à-dire que tous les autres, ils sont déjà présents depuis très longtemps. Voilà, Batman, il est là depuis 20 ans. Alors, c'est amusant de voir comment Superman est un peu le dernier venu. Là. Coucou, je suis là. Je vais tout d'un coup être le catalyseur, le déclencheur de tout ce qui va se passer autour de moi. Alors que il y avait des super-héros avant qui faisaient plutôt bien leur boulot, quoi. Il n'y avait pas de problème avant, en fait. Donc c'est amusant de voir comment, en fait, Superman, lui, il arrive et malgré lui, il chamboule tout. Il subit beaucoup le film, je trouve. Et il peut rien faire alors que c'est celui qui peut faire le plus de choses. Et c'est ça qui est dingue. Il subit la vie des autres
il est jugé, et même dans son action, des fois, il ne peut rien faire. Et ça, c'est terrifiant. Il y a par exemple une scène d'explosion. Superman n'a pas vu venir le truc, tout explose autour de lui, et on a un plan où tout brûle, enfin, il est englobé par les flammes, et lui, il ferme les yeux. Il ferme les yeux parce qu'il se rend compte que même s'il pouvait sauver des gens, il ne pouvait pas parce qu'il ne voyait pas tout. Et il s'en veut énormément. Et ça se voit vraiment qu'il est tourmenté par cette incertitude. Il veut sauver le plus de gens possible, mais il ne peut pas se dédoubler. Il ne peut faire qu'une chose après l'autre, et c'est ça qui est dramatique. Dans les autres personnages, nous avons Alfred. Alors, Jeremy Irons, je trouve qu'il n'est pas assez vieux pour être Alfred. Je demande pas un Alfred avec une canne, mais je sais pas, par rapport à Ben Affleck, je trouve qu'il n'y a pas assez de différence d'âge. Après, je sais que l'acteur est vieux, mais je trouve qu'il ne semble pas assez âgé pour un majordome, parce que c'est ça. C'est un bon appui, c'est un bon allié, c'est un ingénieur. Il fabrique tous les gadgets. Tu sens que c'est quelqu'un qui passe plus son temps dans la Batcave à réparer ce que Batman casse qu'à préparer des petits plats. Ça se voit tout de suite, hein. Il est très sec. Il est sec physiquement, et il est aussi, pas cynique, mais il est aussi un peu sec avec Bruce Wayne, parce qu'il le voit changer progressivement, et on ne sait pas jusqu'à où il pourrait aller. Lui, il se méfie un petit peu de la tournure des événements, et clairement, il est pour la paix et l'harmonie entre les deux super-héros. Il le dit dans la bande-annonce, ce n'est pas notre ennemi. Je vais terminer avec deux personnages, Lex Luthor, le chef industriel, comme par hasard. Le méchant est un chef industriel, quelqu'un d'une grande compagnie, ça veut tout dire sur notre monde. Comme quoi le film aussi incorpore notre milieu contemporain. Et ici, ça se voit aussi que le mec, il est friqué, c'est un dandy friqué. Un petit con, comme on dit. Un mec qui n'est pas mûr, c'est un sale gosse. Un sale gosse, mais qui sait qu'il est intelligent. Le mec, il est un peu timbré, il organise quand même un combat de gladiateurs, faut dire ce qui est. Et je crois que lui, il aime les films de gladiateurs. Oui, je pense que ça change dans le jeu d'acteur. Vraiment, ça n'a rien à voir avec l'image qu'on peut se faire de Lex Luthor, c'est-à-dire un mec assez mature, un mec au crâne rasé, aussi intelligent mais froid par rapport à Batman. Ici, il est complètement déluré, il pense tellement vite que les paroles lui échappent et il commence à dire n'importe quoi. Il perd le fil de son idée parce qu'il pense tellement vite à l'avance. Ça se voit, c'est quelqu'un qui a un plan diabolique, qu'on voit assez rapidement le cheminement, si on est un peu vif en termes de réflexion et de logique. C'est que voilà, quelqu'un qui parle que par métaphore pratiquement, et des fois c'est complètement énigmatique ce qu'il dit, moi j'ai pas suivi, mais encore une fois ça mérite un deuxième visionnage. Je trouve justement que ça change avec d'autres images qu'on peut avoir de Lex Luthor. Ça aurait été peut-être redondant d'avoir deux chefs d'industrie qui ont à peu près le même âge et qui sont aussi froids l'un que l'autre, Batman et Lex Luthor. Ici c'est intéressant parce qu'on a une différence d'âge, de maturité aussi dans les propos entre les trois personnages, Batman, Lex Luthor et Superman, Clark Kent. Donc c'est un gosse insupportable mais qui est gêné et qui le sait. Et il n'en a rien à foutre des autres, lui il va faire son petit plan, et ça se voit, c'est quelqu'un qui jubile de la technologie, de la possibilité de son industrie, et qui en fait qu'à sa tête. On le voit débarquer dans l'ancien vaisseau de Zod avec une musique au piano, avec un moment il y a un plan où il est en contre-plongée avec de la fumée autour. Vraiment Snyder il se fait plaisir pour le magnifier clairement, et on le voit avec son petit martini ou je sais pas quoi là, son bourbon, je sais plus ce que c'est comme alcool, dans son espèce de robe là, de pyjama dans sa demeure. C'est assez magnifique où il est en train de regarder son tableau avec les démons. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un look assez génial. Le mec, on a vraiment envie de le gifler. On dirait Pegasus dans Yu-Gi-Oh quoi. Mais c'est un peu ça d'ailleurs, on dirait Pegasus dans Yu-Gi-Oh. Moi j'ai plutôt aimé, mais des fois les paroles qu'on lui fait dire ralentissent la frénésie ou le rythme d'une scène. Après, je pense que c'est aussi un personnage qui a été conçu comme quelqu'un qui court-circuite les idées des autres et qui court-circuite aussi le cheminement du film, de l'histoire, et qui est là pour malmener, qui est clairement un élément perturbateur dans le dialogue même des personnages. Donc je pense qu'on peut le voir comme ça, et ça peut dans ce cas-là justifier aussi l'écriture
de ses dialogues et de fois ses sautes d'humeur. Le mec n'arrive même pas à terminer son speech lors d'une réception dans une galerie. Donc je pense que ça veut dire ça en fait. C'est un perturbateur, se perturbe lui-même dans le fil de ses pensées. Je terminerai avec Wonder Woman. Gal Gadot, alors je sais pas si ça se dit Gal Gadot, je pense pas. De mémoire, c'est une Miss Israël, quelqu'un qui est d'une très grande beauté, c'est une très très belle femme. C'est aussi quelqu'un qui a eu de l'expérience militaire, donc c'est pas forcément une femme qui est toute fragile. Elle s'est aussi entraînée pendant le film. Alors je pense que par rapport au canon de beauté actuel, je pense que c'est bien d'avoir pris quelqu'un comme elle et plutôt qu'une femme bodybuildée du style Gina Carano, qui est une femme qui est blindée parce qu'elle a fait du fighting, quoi. Je pense que c'est plus agréable de voir une femme forte de ce style-là. C'est plus ancré dans les conventions, on va dire, que de montrer un corps beaucoup plus baraqué, beaucoup plus musclé. Sachant qu'encore une fois, c'est un personnage aussi très très fort, qui a une force surhumaine. C'est pas obligé qu'on montre aussi quelqu'un avec des tonnes de muscles. Par contre, quand elle se montre, c'est très agréable, aussi bien dans de magnifiques robes de soirée que en armure de combat. Parce que quand elle arrive dans la scène finale, c'est super impressionnant. Elle arrive par surprise, avec son thème gréco-métal. Ah ouais, son thème, elle est vachement bien. Surtout que, comme ça, elle arrive, et il y a Batman qui est là, what the fuck, c'est super. Elle arrive, elle nique tout et elle repart. Mais c'est vraiment ça dans le film. Hein. Mais c'est excellent. Moi, j'ai beaucoup aimé le personnage. Elle fait un peu la femme mystérieuse. Elle apparaît, disparaît. Elle est insaisissable. Et pourtant, Bruce Wayne, il est intéressé de connaître cette personne. Il la croise plusieurs fois. Mais il n'arrive pas à la saisir, à comprendre qui elle est. Et à un moment, ça va se dévoiler. Mais il voudrait bien en savoir davantage, mais bien sûr, il y a d'autres choses qui le pressent et il n'a pas du temps à perdre avec ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne se focalise pas plus sur elle. Elle n'est pas un élément clé dans l'intrigue, mais il faut aussi un moment comprendre que il y a des choses qui gravitent autour de ce qui se passe entre Batman et Superman, et des fois c'est des incidences sur clairement d'autres personnages. Le personnage de Wonder Woman, je sais plus comment elle s'appelle dans le film, l'autre nom que Wonder Woman, mais à un moment elle voit des choses à la télévision, et c'est là que c'est aussi un film complètement moderne, c'est qu'aujourd'hui les informations circulent partout. J'y reviendrai un petit peu après de cette notion d'information, mais que les informations circulent partout. On voit tout d'un coup Martha Kent qui est en train de regarder des informations avec le procès de son fils, donc de Clark, de Superman. Donc les informations circulent partout, tout le monde peut être mis au courant. Et quand Wonder Woman, dans un avion, regarde ce qui se passe à la télévision, elle se dit « Bon, faudrait peut-être que j'intervienne parce que là, ça va devenir chaud. » Et c'est très bien et c'est logique que la personne, si elle existe dans ce monde, et surtout que ça semble être quelqu'un de plutôt à l'aise, ça a l'air d'être une femme d'affaires, je ne sais pas trop, en tout cas quelqu'un qui a de l'argent, eh bien sûrement qu'elle se dit ces gens-là, ils ont aussi besoin de moi parce que je suis une guerrière et je suis là aussi pour aider les gens. C'est-à-dire que c'est une super-héroïne qui s'est déjà dévoilée par rapport aux autres qui restent cachés, comme Flash, comme Aquaman. Ce sont des super-héros qui restent cachés. Elle s'est déjà montrée plusieurs fois. Eh bien, elle va se remontrer ici pour essayer de sauver la situation parce qu'elle voit que cette situation est critique et qu'elle peut endommager son propre univers, ce qui gravite autour d'elle. Donc, elle va être investie dans la scène finale aux côtés des deux autres héros qui étaient là depuis le début. Et tout d'un coup, ils vont former une sorte de trinité et vont essayer d'affronter l'adversité. Je trouve aussi que c'est un bon choix d'avoir mis Wonder Woman dans ce film parce que comme ça, eh bien, on montre que à la fin, elle pourra aider Batman à faire venir tout ce beau monde dans la Justice League. C'est-à-dire Aquaman, Flash, c'est peut-être elle qui ira voir Flash ou qui ira voir Cyborg. On ne sait pas. Je trouve que c'est plutôt bien qu'elle soit un allié de Batman, qu'elle accepte ce que Batman lui propose, de l'aider à essayer de créer quelque chose, œuvrer pour le bien de cette terre sur laquelle il réside. Et je trouve que c'est très bien d'avoir donné un allié, et surtout un allié féminin. Parce qu'il faut bien dire, Lois Lane
c'est difficile de faire quelque chose avec Lois Lane dans ce film-là. Elle arrête pas d'être sauvée, elle est des fois un peu inutile, elle vient sursignifier des fois les choses, c'est pas optimal, hein. Après, vous savez, les journalistes, ils sont toujours chiants. Et là, elle fait pas exception, hein. Non, Lois Lane, elle est très sympathique, mais c'est pas elle qui est la plus intéressante dans le film. Pour terminer, voilà, Wonder Woman est encore un petit peu mystérieuse. Ça ne sert à rien de trop l'afficher non plus. C'est une des premières qui va avoir son film, donc voilà, on sait qu'elle va bientôt arriver aussi au cinéma. Je n'ai absolument pas à cracher sur ce personnage, je trouve que c'était plutôt agréable. Ça donne un côté féminin qui est autre chose que Lois Lane, très glamour et aussi très combatif. C'est une femme qui est très combative dans le film. Quand je parlais d'un point de vue différent, je parlais de l'émotion, eh bien, on voit très bien que Snyder veut que le spectateur ait la connaissance de tout. Je vous parlais des informations qui passent dans un avion, dans le bar de Martha. Eh bien, pour Snyder, le spectateur, c'est un peu un dieu. C'est le seul pouvoir qu'il a, c'est de voir tout. Et c'est le seul pouvoir que Superman n'a pas. Et c'est presque grâce à ça que nous, spectateurs, nous pouvons côtoyer les personnages comme Superman. Parce que nous, spectateurs, dans le film, nous avons le pouvoir d'omniscience. Toutes ces petites scènes qui durent 3-4 plans, on veut que tout nous soit montré. C'est le cas de beaucoup de films aujourd'hui. Et c'est ça, je pense. C'est grâce à ça, ou à cause de ça, de nos moyens de communication aujourd'hui, d'Internet, qu'on est au courant des choses beaucoup plus rapidement. Et le flux d'informations de notre quotidien devient le flux d'informations des films hollywoodiens. Cette idée d'omniscience, de savoir tout sur tout, de savoir tout de suite, est adoptée par Hollywood, qui crée des montages plus compliqués, des structures où on nous montre beaucoup de choses pour que jamais le spectateur ne loupe une seule information, avec beaucoup de logique, de transmission de données, d'informations, qui sait qui sur quoi. Dans le film, ça se retrouve. On montre tous les points de vue d'une affaire, on montre plusieurs points de vue sur la même affaire, comme on nous le montre dans ce film. On navigue entre passé, présent, futur, plus facilement que dans les années 90 et début des années 2000. Dans le cinéma américain en tout cas. Il y a une logique de flux qui peut presque expliquer pourquoi le film est ce qu'il est. Et ça mérite un développement, cette idée, j'en suis sûr, mais je garde cette idée à côté de moi, mais ça peut complètement justifier cet aspect presque boursouflé de l'histoire, de l'intrigue, des différentes intrigues qui sont parsemées dans le film. Chaque scène est en fait vachement utile. Quand Superman va voir sa mère qui le rassure et Superman l'écoute avec grande attention, c'est une scène nécessaire et on nous la montre. Encore une fois, on nous la montre dans un flux puisque tout de suite après on enchaîne avec une autre chose. Donc je pense qu'il y a une logique de flux, pas facilement identifiable. J'ai encore du mal à structurer une pensée autour de cette idée, mais avec toutes les informations que nous font circuler ces films assez compliqués, très compliqués à monter, je pense qu'il y a une vraie logique derrière ça. Les monteurs, les producteurs, les réalisateurs, ils savent que c'est compliqué de structurer autant de scènes comme ça. Ils le savent, ils sont pas cons, mais il doit y avoir une logique derrière. Il faut comprendre cette logique. Il faut questionner ces images et pas se mettre devant et dire « Ah, c'est mal structuré !» Non, ça fonctionne pas comme ça. Les mecs, ce sont des penseurs. Ils prennent des mois à penser le film, à comment on va enchaîner cette scène avec une autre. Donc il doit y avoir une logique. Il faut juste essayer de la trouver. Et c'est pas évident. Je pense que cette idée de flux d'informations, doit y avoir une idée comme ça. Parce que c'est pas le premier film qui nous fait le coup comme ça. C'est franchement pas le premier. Tout ce qui est les films avec des montages alternés super compliqués, je veux dire, Nolan, c'est quelqu'un qui est complètement ancré dans cette idée-là. Quand vous voyez la scène finale de The Dark Knight, quand on a ce mur d'images qui représente absolument tout ce qui se passe sur la tour où il y a le Joker, et qu'on a en même temps les gens sur le ferry, et qu'on a en même temps le commissaire Gordon, et qu'on a en même temps le Joker en haut, qu'on a en même temps Morgan Freeman, et qu'on a en même temps Batman, et qu'on a en même temps les policiers. Tout ça, c'est un flux d'informations qui nous est narré. Alors par contre là, c'est super bien fait, qui nous est narré tout en même temps. On sait tout, surtout tout ce qui va se passer. Il y a vraiment un flux
flux, mais c'est véritablement ça, un flux, une vague d'images, d'informations qui circulent autour de nous. Ça, c'est un exemple plutôt concret sur cette idée-là. Je m'appuie particulièrement sur cette idée-là, mais il faut bien comprendre que rien n'est fait au hasard dans ce genre de film. Ce sont des films qui sont vus, revus, recheckés. Il y a eu des screen tests, par exemple, par rapport à Batman v Superman. Donc les mecs, s'ils font cette structure-là, c'est qu'il y a une idée derrière. C'est pas gratuit, il faut juste la comprendre au lieu de crier dessus. Après, ce que moi je reproche, ce n'est pas forcément la structure même, c'est les petites transitions. La chose qui ne va pas, c'est la transition. Raconter plein de choses, c'est super, ça apporte beaucoup de choses, ça enrichit le récit, mais il faut les lier, et on sent qu'il y a des remontages. Parce que les transitions sont des fois un peu ballot, elles sont pas très bonnes, les scènes sont coupées au milieu, on rajoute une scène entre, et après on revient à la précédente, ça fait très très bizarre. Alors bien sûr, quand il fait Watchmen, tout ça c'est super bien fait parce qu'il y a la bande dessinée comme support qui travaille les transitions entre les scènes. Personnellement, je trouve qu'il y avait des petits moments longs, des tout petits trucs un peu partout. Par exemple, le caméo d'Aquaman, qui est vraiment pourri, il faut dire ce qui est. Eh bien, on a Aquaman qui regarde une caméra et il doit se passer au moins, je sais pas, 10 secondes, 15 secondes où il regarde juste la caméra avant de commencer à faire quelque chose. C'est trop long. Des petits moments qui sont, voilà, des fois un plan, mais qui durent une plombe, qui durent trop longtemps au cinéma. Peut-être que sur la table de montage, comme ça dure pas très longtemps, mais au cinéma, ça dure trop longtemps. Et ça, il aurait fallu raccourcir. Ça aurait fait gagner, je pense 1 ou 2 minutes en moins, et c'est toujours ça de gagner. La mise en scène en elle-même de Batman v Superman, eh bien, je trouve qu'elle est comme Man of Steel. C'est le même style que Man of Steel, un peu hybride entre la caméra qui est portée et des choses super stylisées, au ralenti, super travaillées dans tous les sens du terme. Je vous invite à ce propos, pour me faire ma propre pub, je vous invite à regarder mon analyse de séquence sur la fin de Man of Steel. Concernant le tournage même du film de Snyder, il y a eu de l'IMAX, il y a eu du 70 mm, ce qui n'est pas la même chose, et il y a eu aussi de la GoPro en plus de format plus standard. Ça fait comics, en effet, par moments complètement, avec des scènes iconiques, comme l'introduction du film, bien sûr, que j'ai beaucoup aimé. Des scènes de rêve qui sont formidables. La scène finale d'action qui est gigantesque. C'est sobre, mais aussi ultra esthétique. Un peu partout dans le film, Snyder fait des tableaux, particulièrement un à la fin du film. Ça vous aura pas échappé, j'en suis certain. Il fait un peu toujours ça dans ses films. Ce n'est pas une surprise. Ça fait presque partie de sa patte, de sa marque de fabrique. Le troisième acte, eh bien, il est démentiel, extrêmement puissant. Toute l'absence de scène d'action s'est retrouvée dans le troisième acte, qui est un déchaînement de violence. Le combat entre Batman et Superman, il est bien, mais qu'est-ce qu'il est mou! Il y a des temps de pause entre les différentes actions, qui sont peut-être pas assez rythmés. Je pense qu'il y a aussi une histoire d'ampleur que n'a pas ce combat-là. C'est-à-dire que c'est un combat qui se fait principalement dans un bâtiment et qui ne se fait pas de quartier en quartier, comme ça a été le cas par exemple dans le dessin animé The Dark Knight Returns, qui est très très bien, c'est un excellent dessin animé. Ici, je trouve que bien que les interactions soient sympathiques, eh bien, Batman se contente d'un bâtiment en ruine pour affronter Superman, ce qui est bien parce que Batman a conscience quand même que on n'est pas comme chez Zod qui le fait traverser tous les bâtiments de la Terre. Ici, Batman le confine à un seul bâtiment. Il s'ensuit également, après ceux qui n'ont pas vu les bandes annonces, je vais un petit peu en parler, un combat ultime entre Superman, aidé de Batman et de Wonder Woman, contre Doomsday. Je connais pas trop ce personnage, mais ici, il est issu d'une aberration, une manipulation génétique de Lex Luthor. Ceux qui trouvaient qu'il y avait trop de destruction dans Man of Steel, eh bien là, vous n'avez encore rien vu. Mais rien vu. Le pire, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de constater la destruction presque d'une ville entière. La démence de la destruction dans ce film. Mais alors là, à la fin, mais ça n'en finit pas. Mais c'est incroyable. Je pense que les spectateurs
aime toujours les films où il y a de la destruction, où il y a du drame, de la catastrophe. Les gens demandent de la destruction. Les gens demandent ça pour sortir de leur petit monde, montrer qu'ils sont encore vivants après avoir subi tant de démolition devant leurs yeux. C'est un peu ça, c'est le discours de Birdman finalement. Ici on a une destruction, c'est jubilatoire. Ça me fait penser à un moment, on a Wonder Woman qui est mise à terre par Doomsday et tu la vois, elle jubile, elle rit parce que enfin elle a un adversaire à sa taille, tout comme enfin le spectateur se dit putain, là on se fout pas de notre gueule, on a un vrai adversaire physique et extrêmement violent. Je reprochais par exemple au Avengers 2 d'avoir un Ultron en carton. Eh bien ici, alors là, Doomsday, alors bien sûr, il se fait battre à la fin, mais alors quel rouste il donne à tous les héros. Alors le pauvre Batman, alors lui, il essaye de s'en sortir. Et à un moment, c'est trop bien ce qui se passe. Il est à bord de son vaisseau, il essaye d'éviter Doomsday, c'est excellent. Ah ouais, c'est excellent. Oh là là, quel pied! Ah mais je peux vous dire que là j'ai pris mon pied, je me suis dit oh qu'est-ce que c'est! Oh là là, moi ce genre de choses, je faisais ça quand j'étais petit, j'avais des jouets, je faisais presque ce genre de combat quoi, je m'imaginais des choses et là tout ce que tu peux fantasmer quand t'es petit, que tu crées des aventures improbables avec des super-héros, les super-héros que tu connais, que t'as jamais lu de comics mais tu imagines des choses complètement folles, et bien là t'as une partie de cette folie de ton imagination qui se retrouve projetée à l'écran dans un maelstrom d'effets, de particules, de rayons, de fumée, d'explosions. C'est complètement... Alors moi, je me suis senti soulevé tout d'un coup. J'étais emporté dans le combat. Alors, on reproche bouillie numérique... c'est pire que de la bouillie, c'est du putain de potage. C'est une bataille finale qui est incroyable. Vous pouvez pas faire ça avec des maquettes. À quoi les gens s'attendent? C'est une bouillie numérique? Oui, c'est du numérique, on peut pas faire autrement. C'est une explosion de violence numérique, c'est comme la bataille finale dans le 3e Pirates des Caraïbes. C'est de la démence. Et... justement, le numérique, l'informatique peut nous créer ces démences aujourd'hui. On cherche toujours l'escalade aujourd'hui, on ne sait pas jusqu'à où ça va s'arrêter, justement, aux limites de nos puissances de calcul, probablement. Bon, quand tu vois qu'ils peuvent calculer des choses de dingue, tu te dis, mais en fait, ça ne pourra qu'augmenter. On cherche à repousser les limites du visible, les limites de la confrontation, les limites de la violence, les limites de la destruction. Quand vous voyez les images incroyables de Independence Day 2 où tu vois un vaisseau qui va annihiler toute la planète, d'un seul coup tu te dis mais où va le monde? C'est normal, on veut quelque chose de global. On voit que maintenant les adversaires des super-héros ne sont plus des petits criminels, des petits gars planqués qui balancent un petit missile et voilà, ce sont des menaces mondiales qui sont là pour déchaîner de la violence partout sur le globe. Et ici, c'est clairement le cas. Ça se limite bien sûr à Gotham et Metropolis. Mais qu'est-ce qu'elles en bavent, ces deux villes, dans le film, aussi bien l'une que l'autre. D'abord, Doomsday, il est à un endroit, et après, il y a Batman qui l'envoie à un autre endroit. Mais il est bien obligé, vu ce qui se passe. Mais c'est fou! Mais c'est de l'excessif, et c'est là aussi on attend Snyder, c'est de l'excessif. Et quand on parle d'effets spéciaux dégueulasses, je tiens juste à vous dire qu'il y a Double Négatif et la Weta à la base de ces effets spéciaux dégueulasses. Un Double Négatif, c'est Interstellar, Avengers 2 et Ex Machina, et la Weta, c'est The Hobbit, La Planète des Singes, ce genre de film. Donc les mecs, ils savent ce qu'ils font. Et concernant Doomsday, on dit oui, troll du Seigneur des Anneaux... vous aurez préféré, comme dans les comics, avec une espèce de barbichette d'iceberg au visage? Je vous en prie, ça aurait été ridicule. On voit que c'est un Doomsday qui va évoluer. Donc on le montre dans le plus simple appareil, dans la peau et le visage, et qui va évoluer au fur et à mesure de la confrontation et au fur et à mesure des coups qu'il se prend. C'est une orgie d'effets spéciaux. C'est évident, on pouvait s'y attendre, et finalement c'est ce qu'on a eu. Je ne vois pas où est le problème. Surtout que nous sommes des jeunes générations, et donc je pense que nous pouvons accepter ce délire visuel. Je peux vous dire que si on ne l'accepte pas à l'âge que nous avons, je pense que dans 10 ans, ça ne servira plus à rien d'aller au cinéma, parce qu'on n'acceptera plus jamais tout ce qui se passe devant nous. Donc il faut aussi un moment être encore dans son temps, et accepter... toutes les scènes délirantes qu'on nous montre avec les effets spéciaux numériques. Et je dis ça, je suis assez réfractaire aux effets spéciaux numériques à tout va. Mais quand c'est montré avec le drame, avec
la puissance visuelle et tout le langage de mise en scène qu'on nous montre avec des mouvements de caméra qui sont dingues dans le film et je trouve aussi une lisibilité qui est super bien. Je trouve que le film est très lisible, pour terminer sur cette idée-là, quand il s'agit de combat au corps à corps, on se perd jamais. Par contre, Snyder, il sait pas filmer les courses. Aussi bien Batman avec sa Batmobile, c'est une scène illisible, et également quand Bruce Wayne, tout au début du film, essaye de rejoindre sa tour Wayne dans Metropolis. La scène est pas très bien filmée. Pour terminer, je parlerai de la musique. Alors, musique très bruyante, je trouve. Le thème de Batman, alors ça passe mieux dans le film qu'en l'écoutant juste comme ça. Elle a des petites reprises au piano qui sont super chouettes. Le thème principal, c'est point, point, point. Enfin, c'est pas génial. Mais la musique est sympathique. Elle est pas super travaillé, mais c'est vraiment la musique bien grasse de blockbuster. Alors bien sûr ça va avec les effets spéciaux et l'action, donc c'est un peu ce qu'on demande. Et dans le film ça passe super bien, mais quand on l'écoute un peu à part, on se rend compte qu'elle a pas grand chose pour elle, mis à part le thème au piano de Batman, c'est-à-dire celui qu'on entend pendant le générique. Peut-être le thème de Wonder Woman, autrement il n'y a pas grand chose d'autre à sauver, ça reste très très classique. Genki XL a dû rajouter quelques éléments intéressants, mais ce n'est pas à suivre absolument, et voilà, je pense que mis à part le thème de Batman plus calme, on ne s'en souviendra pas beaucoup, et bien sûr nous avons des reprises de Superman. Tout est mis un peu à toutes les sauces, c'est-à-dire que des fois, il y a des trucs absolument pas épiques, par exemple il y a Bruce Wayne en voiture. Sachant que ce n'est plus Alfred qui le conduit dans les réceptions, c'est lui-même qui conduit sa voiture. Pourquoi pas. On a un panoramique, droite-gauche, on a la voiture qui passe dans un champ et qui va rejoindre la grande ville. Et bien là, on a une espèce de musique de suspense où je sais pas ce que c'est. Tu dis, ouais, du calme là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la connerie, pourquoi on met une musique pareille? Alors ça, voilà, on sent que peut-être il y a eu des problèmes de montage, donc ils ont essayé de faire des liaisons dangereuses. Et il y a une autre scène qui est... J'ai rien compris. On a le thème de Wonder Woman qui est super fort, super puissant, avec de la batterie et tout ça, vraiment à fond. Et on a juste Bruce Wayne qui regarde une photo où il y a Wonder Woman. Et on se dit, ouais, bon, on a compris, pas besoin de mettre une musique d'action quand il regarde une photo, quoi. Le film, il n'est pas pour les gosses. Je trouve que le film n'est pas pour les enfants. Alors j'entends par enfant, moins de 10-11 ans. Les moins de 10-11 ans, si j'étais parent, je les amènerais pas voir ce film-là. C'est trop violent, c'est trop dark, il y a des images choquantes pour eux, je pense. Et ce sont aussi des films qui ont beaucoup de contenu, ils comprendront rien du tout. Le contenu politique, l'enquête policière, eux, ça va les passer complètement par-dessus, ils vont s'ennuyer. Et quand il y aura de l'action, enfin, ils vont peut-être se réveiller. Mais alors, peut-être qu'ils vont rien comprendre à l'action, parce que je pense aussi que ce sont des scènes d'action pour des spectateurs qui ont un peu vécu l'image. Donc, je pense pas que ce soit un film pour eux. Ce n'est pas que c'est le film gore, non. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprendront pas, et il y a des choses, ça va les ennuyer. Le dernier point, avant de conclure, c'est le retour critique. C'est normal de créer des habitudes, et quand on veut faire quelque chose d'autre, eh bien là ça coince. C'est évident que, à force d'être nourri au Marvel, le public qui regarde du super-héros est habitué à certaines choses. On revient à des fantasmes de gens qu'il faut modérer également. DC suit un rythme, celui de Marvel, puisqu'il est un peu à la traîne, donc lui, il n'impose pas des choses. C'est Marvel qui perçait dans le milieu avant lui. Et donc Marvel instaure tout un rythme et une façon de narrer les choses, des personnages. Et quand DC veut prendre un point de vue différent, et il le fait, eh bien ça coince. Très durement. Et les critiques américaines ont été très violentes, mais comme d'habitude, il y a le pour et le contre. Et tout va se tasser et s'équilibrer avec le temps, j'en suis certain. Écran large relayait une critique assez incroyable. Batman v Superman ne serait qu'une première pierre à l'édifice qui ne justifie jamais son existence en salle, si ce n'est par cette volonté d'asseoir une franchise collective qui pourrait leur rappeler des milliards de dollars. Voilà ce qui a été dit, c'est quand même assez incroyable. C'est ce qu'on appelle un blockbuster. Ensuite, ce n'est pas comme si Hollywood ne faisait pas ça depuis des années, depuis à peu près 20 ans.
Et enfin, ce que fait DC est aussi justifié que ce que fait Marvel. Si l'un n'est pas justifiable, l'autre ne l'est pas non plus. Mais leurs méthodes sont différentes. Merci d'être passé. Enfin, ce genre de critique est juste aberrante. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et quand on voit sur des sites comme Rotten Tomatoes que le film a 33%, moins bien que Batman Forever, lol, non mais vraiment lol quoi. Alors, je trouve que c'est injuste. Quand j'entends un Américain sur YouTube très suivi qui dit que le film mérite d'être revu si on est bourré, mais c'est presque une insulte, je trouve ça fou. Aucune considération pour des choses qu'il montre, la façon dont on les montre. Alors courage, Captain America arrive, il va nous sauver, mais mon Dieu, ce que j'ai lu quoi. Et tout d'un coup il y a des gens, ah bah finalement Man of Steel c'était pas mal hein. Mais les retournements de veste ultimes quoi. Ah, la Warner, hein. C'est un distributeur qui a, je crois, le plus de couilles sur tout Hollywood et qui risque tellement. 2015 a été une année super compliquée pour eux, j'ai envie de les soutenir, moi. J'espère vraiment qu'il va marcher. Pas besoin d'attendre la version longue pour avoir un avis clair sur le film, hein, pour se faire son propre avis. Il ne s'agit pas de aimer ou pas aimer, blablabla, enfin tout ça, on s'en fout. La vie n'est jamais définitive, il évolue. C'est un peu le bazar. C'est une prise de risque, c'est une bonne base pour les prochains films, c'est une bande-annonce pour Wonder Woman, c'est le combat entre des personnages, mais qui n'a jamais été une fin en soi. The Dark Knight Returns, la bande dessinée, était le fin d'un cycle d'une vie. Là, c'est le début d'une nouvelle ère. Batman contre Superman est un film absolument à voir. C'est un film qu'il faut encourager si vous avez envie de voir les films suivants, parce qu'il pourrait shut down, il pourrait couper tout ça, si ce film-là ne marche pas. J'ai envie qu'il marche. J'ai envie qu'il marche parce que DC nous montre qu'il y a vraiment une autre possibilité. Il y a une autre alternative de montrer les super-héros, de filmer l'action, de montrer la psychologie, de narrer les choses. Il y a une alternative. Il y a une autre possibilité que forcément des films Marvel. Et pour cela, pour moi, c'est le même essai avec des problèmes, mais aussi d'excellente qualité qui sont, je trouve, bien supérieurs aux défauts du film. Surtout si on essaie de comprendre pourquoi ça coince à certains endroits, on se rend compte en fait que ce sont des choix qui sont plutôt justifiés, qui sont bons dans l'optique du film. Donc pour moi, ce sera 16 sur 20, la même note que pour Man of Steel. Ça a fonctionné comme ça avec le film précédent de Snyder, donc je pense que ce sera aussi le cas avec celui-ci. Ce qui est sûr, c'est que si vous n'avez pas aimé Man of Steel, ce serait peut-être un peu compliqué de vraiment adorer celui-ci. Voilà, je termine sur ces points-là, la critique qui a duré déjà très très longtemps. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais que c'était long, je pensais faire 20 minutes, mais en fait pas du tout. J'espère que ça vous aura plu, mon avis, on va quand même assez détailler sur le film. Je suis pas revenu sur tout, mais je pense que ça vous donnera déjà un bon aperçu de mon point de vue sur le film, détaillé quand même un petit peu. Vraiment, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à commenter en retour sur tout ce que je dis sur le film, n'hésitez pas à donner votre avis. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Allez voir Batman v Superman au cinéma, allez le revoir. Il faut qu'il marche ce film, il faut qu'il marche. Et quant à moi, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!